Y a-t-il pire communauté que la communauté manga? En fait, oui et non, hein. À partir du moment où vous allez sur un réseau social, n'importe quelle communauté, à un moment ou à un autre, a ses points de toxicité. Mais comme sur cette chaîne, on parle de manga, on va rester sur le sujet. Et pour la première fois, parce que quitte à me faire insulter autant qu'on soit deux, ça sera donc en feat avec Amano qui fait des vidéos sur des mangas lui aussi, et qui comme moi a le malheur d'essayer d'utiliser différentes méthodes pour analyser les œuvres. Sur les réseaux ces derniers temps, et même surtout Twitter en particulier, vous avez sans doute remarqué que c'est devenu très épidermique. Si vous êtes un amateur de manga en général, critiquer négativement une œuvre est devenu très mal vu, et en plus de ça, si vous n'aimez pas l'œuvre, vous avez limite pas le droit de vous exprimer dessus. Littéralement, on peut faire la liste des choses qu'on voit à tort et à travers, des réflexions qu'on voit à longueur de temps, et même j'ai tendance à dire que c'est plutôt évocateur de la situation et du problème général. Le fameux « t'as pas fait donc tu peux pas critiquer », tu n'es qu'un hater, si tu n'aimes pas n'en parle pas, tu n'es pas objectif, et ça c'est sans compter le fait que quand les gens essaient de critiquer quelque chose, t'as l'impression qu'ils vont plutôt faire dans le détail, mais ne jamais prendre les choses d'un point de vue global. Et donc maintenant que vous avez une petite idée du thème de la vidéo et surtout de ce qu'on va traiter, je vais laisser le micro à Amano pour expliquer les choses et en tout cas son point de vue. Je vais commencer en parlant de ce qui entoure les œuvres, car la communauté manga, en bon virus qu'elle est, s'accroche à tout et n'importe quoi pour essayer de déverser son venin. Et l'une de ces choses tend à devenir de plus en plus l'utilisation des chiffres et des revenus générés par une licence dans à peu près n'importe quel débat. Après, faut être fair, le manga est une industrie principalement à but lucratif, et une grande partie des auteurs sont conditionnés narrativement par la réussite ou non de leur manga. Donc aborder le sujet des ventes d'une œuvre ou de sa popularité peut être pertinent. Mais il faut faire ça bien, pas en sortant les ventes d'un tome pour justifier sa qualité, en essayant de terminer les débats autour d'un film en parlant de ses chiffres au box-office, voire pire, de parler de brisage d'internet via le nombre de tweets qu'a généré un chapitre ou un épisode. Pour revenir sur les ventes, elles peuvent s'expliquer de plein de façons autres que par la qualité, principalement les stratégies éditoriales des éditeurs. Shueisha qui essaye de répliquer le destin de Demon Slayer avec n'importe quel pseudo-succès naissant dans le Jump, ou Kodensha qui cherche à relancer des relances shonen, ce qui a du mal à marcher chez eux depuis la fin de Gotobu no Hanayome, mais passons. Après tu me diras que c'est mérité pour un magazine qui donne 40 tomes à Red Girlfriend. Ce qu'on voit avec ça, c'est comment les éditeurs réfléchissent, et comment le public japonais réagit à leurs décisions, et comment la vie des mangas est au global impactée, ce qui va après influencer les éditeurs dans leurs réflexions. C'est ce cercle qu'on peut analyser, mais pas une œuvre. Certains, moi le premier, mettent ça en avant comme un accomplissement des licences en question, et en dehors de l'analyse commerciale et éditoriale, voire sociétale qu'on peut faire, c'est bien leur seule utilité. Les ventes n'influencent pas sur la qualité, car elles sont conditionnées par beaucoup trop de facteurs. L'état du marché du manga physique au Japon, en train d'être remplacé par un numérique aux données opaques. Les magazines de prépublication eux-mêmes, qui offrent plus ou moins de mise en avant au départ. Le Graal, qui est un animé qui permet de généralement dynamiser ses statistiques. On est déjà bien loin de la simple idée qu'un manga bon va forcément se vendre, et qu'un manga mauvais ne se vendra pas. Une œuvre n'est pas bonne ou mauvaise à cause de ses performances commerciales. Elle vit une deuxième vie à côté, non liée à sa qualité. De mauvais films marchent très bien au box-office. D'excellents jeux n'arrivent pas à être des succès. C'est pareil partout, manga y compris. Et ne me lancez pas sur le sujet des cassages d'internet, la seule chose que ça casse, c'est mes Dragon Ball. On est vraiment sur un manque d'arguments analytiques qu'on a essayé de masquer par un autre faux argument. C'est ridicule, et surtout ça n'a absolument aucun sens et aucune valeur. Objectivement, les attentats du Bataclan ont cassé internet, et c'était tout sauf une bonne chose. Donc non, un épisode n'est pas génial parce qu'il a eu 15 millions de réactions sur Twitter, ou qu'il a été diffusé dans un coin perdu du Mexique. Et inversement, une œuvre qui ne génère pas d'engouement autour d'elle n'est pas nécessairement mauvaise. Elle est juste publiée dans un magazine très confidentiel, elle n'est pas sortie en France, elle n'a pas d'animé, ou simplement elle n'est pas attractive. Mais je vous jure que des diamants inconnus que vous ne connaissez pas et dont personne ne parle, il y en a forcément des centaines. De mon côté, je vous propose de vous pencher un petit peu sur ces arguments-là en particulier que je vois tout le temps et que j'adore détester, celui du manque d'objectivité, mais surtout le fameux « si tu critiques, t'as qu'à mieux faire ». Cet argument de la critique, il est je trouve assez ironique quand on s'y penche un peu, et ça c'est pour une raison très simple, c'est que les gens ne vont pas s'empêcher pour autant de critiquer ce que vous faites, votre contenu, et même vos vidéos si vous en faites. Pourtant, si à votre tour vous leur dites de faire mieux, c'est très mal vu. Et vous savez quoi? C'est normal que ça soit mal vu. J'irais même encore plus loin. Pour moi c'est logique que ça soit mal vu. Les deux parties sont en tort. Un profane doit avoir le droit d'avoir un regard critique sur quelque chose. Et ça, c'est que vous l'appréciez ou non. Vos fameux arguments et vos espèces de pseudo-insultes type sale touriste ou normie, c'est déjà des insultes très utilisées par les pardon les lolicones, mais c'est la même chose, et c'est surtout insensé. C'est insensé, et pour autant, est-ce que ça vaudrait pas le coup de se demander si ça soulève pas quelque chose d'intéressant? Et c'est le moment où je peux m'habiller en rouge et vous prendre la tête avec des concepts marxistes, comme à mon habitude.
Ce que les gens doivent impérativement comprendre, c'est que la majorité des choses, et quasiment tout, est régi par les moyens de production. La critique, les vidéos YouTube, les mangas, tout, sans exception. Ce que je vous fais là, c'est pas une brochure pour vous convertir, rassurez-vous. C'est juste essayer de vous faire comprendre que la réalité, elle est peut-être pas aussi simple et binaire que ce qu'on aimerait croire. La réponse à ce problème, c'est pas de faire mieux, c'est pas d'avoir le droit de critiquer ou non si on est profane. La réponse, c'est de s'essayer à l'exercice, ou au minimum de se renseigner sur l'exercice. Si vous critiquez un manga sur un couac, est-ce que ce couac, il est pas lié à un choix éditorial imaginé pour faire vendre? Ou est-ce que, tout simplement, c'est pas un choix que l'auteur a dû faire parce qu'il avait pas assez de temps? C'est ce genre de question qui a un intérêt concret. Quand on se penche sur un produit fini, on peut pas seulement se pencher sur le produit en tant que tel, on doit aussi se pencher sur ceux qui l'ont créé, sur comment il a été créé, qui l'a imaginé, qui a utilisé quelle technique pour que ça fonctionne, quels sont les mécanismes qui le mettent en place. C'est pas une histoire seulement de résultats. De la même manière, sur YouTube, vous pouvez critiquer un titre qui est volontairement racoleur, une miniature qui l'est tout autant. Mais encore une fois, c'est lié à la production elle-même. Si ces titres et miniatures fonctionnent, pourquoi au nom d'une vertu hypothétique, le créateur de contenu s'empêcherait de les utiliser? C'est un peu la même histoire que les streamers Twitch dénudés à l'époque, même si d'un point de vue moral on peut se poser des questions et que c'est discutable. Si ça fonctionne, et si elles sont un engrenage qui est coincé dans cette machine, tout comme je suis un engrenage du mien d'ailleurs, c'est peut-être triste, c'est peut-être discutable, mais ça change pas le gros cœur du problème. La chose sur laquelle on doit se poser des questions et la chose sur laquelle on doit se pencher, c'est pas tant les engrenages. C'est la machine qui met l'engrenage en place, c'est le système. Et c'est là où on arrive sur la sacro-sainte critique objective. Comprenez bien qu'elle est impossible. Les observations sont objectives, pas les critiques. Dire qu'un manga a vendu 10 000 tomes, c'est objectif. Dire qu'il est bien parce qu'il a vendu 10 000 tomes, c'est subjectif. On peut prendre du recul de la réflexion, se renseigner, mais une critique ou un jugement, ça engage la personne. Si ça engage la personne, c'est déjà subjectif, puisque c'est lié à son opinion et ses affects. Les gens aiment bien cette idée parce que si c'est objectif, si critique objective est, elle est indéniable parce qu'elle est forcément vraie. Et la vérité est indéniable. Alors déjà, le concept de vérité, il est peut-être pas aussi ancré que ce qu'on veut bien imaginer, ça c'est déjà le premier problème, mais surtout c'est très déshumanisant et ça désincarne énormément l'œuvre et l'art en eux-mêmes. Toute critique dans l'art se doit de connaître les moyens de production, se doit de connaître les techniques, se doit de comprendre le message que veut faire passer l'auteur, mais surtout, toute critique d'art se doit de garder un regard émotionnel et subjectif. Sinon, ça fonctionne pas. D'un côté, on réclame la nuance, et de l'autre, on la supporte pas. On veut un avis tranché, mais d'un autre côté, l'avis tranché, il est très insatisfaisant, parce que trop froid et pas assez humain, donc pas assez complexe. Mais pour les fameuses nuances et l'objectivité en général, je vais rendre le micro à Amano. C'est pas masterclass ce que Bellet vient de dire, on n'est pas en train de casser tous ces fausses critiques trop mides, on n'est pas trop les vidéastes GOAT de l'année, pas du tout, parce qu'un autre souci vient de là, ces fameux termes qui ne servent à rien, parce qu'ils n'indiquent rien. Déjà, on est sur un gros débat de sourds, 20 sur 20, 0 sur 10, être mid, ça veut tout et rien dire. Et là, le problème vient encore une fois des réseaux, surtout Twitter. Faire un thread pour détailler ton avis, oui, c'est bien, mais des gens viendront râler rien que sur le premier tweet, ou alors prendront une toute petite partie de la critique pour juger uniquement celle-ci. Et même ça, c'est un peu pareil partout. Sur YouTube, il y a plein de gens qui commentent une vidéo uniquement en se basant sur son titre, ou alors sur une partie très minime de son propos. Et c'est sans doute pour ça que ces termes se sont généralisés, pour aller à l'essentiel. Mais le problème, c'est que en allant à l'essentiel, tu coupes forcément ton avis de sa substance, de son développement, et ça crée un cercle vicieux qui va mener le tout à être bien plus, et surtout, bien trop court. Tout ça amène aussi à un autre souci, l'absence de nuances. Car pour essayer de quantifier l'affect de quelqu'un pour une œuvre rapidement, le plus rapide c'est les extrêmes. Et donc, pour s'éloigner le plus vite possible de l'affect zéro d'une œuvre, les gens vont de plus en plus rapidement dans les extrêmes. C'est un peu comme la France, Macron personne ne l'aime, c'est l'affect zéro, et donc naturellement tout le monde va vers les extrêmes. Une œuvre n'est plus sympa, elle est folle. Un manga n'est plus très bon, c'est une masterclass. Dès qu'un manga a quelques défauts, c'est une catastrophe. Et c'est au point où le terme mid, qui veut littéralement dire moyen, est aujourd'hui connoté très négativement. Ces termes sont des non-débats. Parce que un 20 sur 20 dans un domaine scolaire,
ça s'explique, comme un 0 sur 20. Mais dans la communauté manga, ces termes ont tellement remplacé le cœur même d'une critique qu'ils n'en sont plus la conclusion, mais le cœur. Être mid n'est plus le constat appuyé par des arguments, mais un argument justifiant un constat. Argument qui est là pour faire entendre sa voix, car tout le monde est dans le même panier, donc forcément, il faut aller loin pour se faire entendre, et je parle pas que du manga. Repensez à Jeux Actu, qui avait mis 21 sur 20 à Red Dead Redemption 2 en 2018. C'était ridicule, et ils sont passés pour des cons, mais ça a marché. Ils ont sans doute fait un excellent mois sur les visites de leur site web, et grand bien leur face. Mais le problème, c'est que ça laisse un discours critique qui est fragilisé et qui dépend d'un artifice. Pour rester sur Jeux Actu, tout le monde s'est focalisé sur la note, personne n'est allé lire l'article de presque 7000 mots qui la précède. Tout le monde s'est focalisé sur la note, parce que ça fait sérieux, parce que comme les tier lists, ça donne l'idée d'un jugement impartial et donc objectif. L'objectivité, c'est pas une carte piège qu'on peut sortir n'importe quand. Le plus important dans une critique, c'est l'expression de la subjectivité et le respect de celle d'autrui. On peut amener des arguments d'un côté et de l'autre, mais uniquement pour développer notre subjectivité, pas forcément essayer de changer celle de l'autre. Après, notre avis peut être amené à évoluer, à changer, et dans ce cas, grand bien nous fasse. Mais le souci, c'est que changer d'avis, c'est possible. L'admettre, ça l'est vachement plus, surtout sur internet. Ce qui fait que beaucoup de gens ont commencé à percevoir la subjectivité comme un refuge, un jardin secret que nul n'est censé pénétrer, et certains essayent de la renforcer en la masquant derrière de l'objectivité, ce qui marche pas. Car quand tu ajoutes à ça le manque d'arguments et surtout de nuances, tu te retrouves avec plein de gens qui ont en même temps des choses qui sont parfois très similaires, très différentes, mais des gens qui ne s'entendent pas. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des notes, avec des termes stupides, avec des tier lists ici et là. Ça cherche à faire parler facilement, donc avec des termes faciles à comprendre et qui font réagir facilement. Et à force, on arrive à un point où se contenter de camper sur ses positions sans vouloir évoluer et réfléchir est plus facile. Et plus que camper ses positions, ce qui est important maintenant, c'est de descendre celle d'en face. Quand une romance est populaire, elle sera forcément accusée d'être un manga pour meufs sans valeur, voire même d'être parce que ses protagonistes ont une différence de taille. C'est pas un chara-design qui est volontairement fait pour appuyer des différences, c'est un fantasme non avoué. Quand un manga devient populaire, c'est pas utile d'analyser comment il en est arrivé là. C'est plus simple de dire que c'est surcoté, que c'est carry par la hype, que ça ne vaut pas les grands mangas qu'on avait dans notre enfance. On est dans un tel débat de sourds cherchant à isoler la subjectivité que certains en refusent purement le débat. Et tu te retrouves avec des gens qui se contentent d'une seule image complètement faussée parce qu'ils n'ont pas cherché à l'analyser, qui campent dessus, et ça n'amène absolument à rien. Et ces gens ne chercheront pas à évoluer ou à simplement réfléchir au-delà de leur première situation, parce que ça troublera leur paix subjective intérieure. Une fois qu'on arrive à séparer tout ça, à mettre tout ça de côté, on arrive à un point charnière. Les gens n'aiment vraiment pas quand on dit du mal de quelque chose qu'ils aiment. D'un côté, c'est normal. Mais bon, faut bien comprendre un truc, hein. Jamais une œuvre ne plaira à tout le monde. Encore une fois, c'est impossible d'être purement objectif. Mais surtout, c'est normal que vos œuvres ne fassent pas l'unanimité. Mon manga préféré, moi par exemple, il est interdit en Inde. Il est interdit, c'est illégal. Parce que évidemment, en fonction des cultures et des sociétés, les gens ont des avis différents. Mais on n'est pas là pour faire de la sociologie de comptoir, c'est pas très intéressant, vous savez déjà comment ça fonctionne. Ce qu'il faut comprendre, c'est on ne peut plus simple. C'est pas parce que quelqu'un émet une critique sur quelque chose que cette personne déteste viscéralement et fondamentalement cette chose. Je me pose un peu, hein. Là je suis en train de lire le texte parce que c'est très drôle, hein. Il y a l'anecdote, faut quand même vous dire que là, la vidéo sur Sankanojo qui est sortie il y a quelques temps, rien qu'à la miniature, hein, à cause de la miniature, il y a des gens qui disaient qu'ils allaient signaler ma chaîne. C'est littéralement le manga qui a des messages super chelous et border qui sont quand même relativement avérés, hein, je veux dire, je pense qu'on a prouvé depuis le temps, ça passe, mais la perspective même, hein, même pas le fait, hein, la perspective, l'idée, la possibilité que quelqu'un critique, la forme de la critique même, mais c'est déjà trop en fait, ça par contre c'est plus grave. C'est le stade encore au-dessus, ça. Hein. C'est la forme elle-même, l'existence même d'un truc. On veut vous censurer, hein. C'est ni plus ni moins, hein. C'est faire disparaître la critique. Mais les mêmes types, vous les verrez râler aujourd'hui que, on peut plus rien dire. Il faudra bien comprendre un jour qu'encore une fois, rien n'est parfait. On le répète en boucle dans la vidéo, ça, hein, mais c'est super important. Il faut accepter que vos œuvres préférées, elles ont des défauts. Et que ces défauts, ça fait que votre œuvre ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a une certaine chose qui, à vos yeux, sont des qualités, qui pour d'autres, vont être des défauts. Et par la même essence, on peut comprendre un truc encore plus important et simple. Si quelqu'un critique quelque chose, ça veut pas dire qu'il veut tout jeter, et donc qu'il ne déteste pas viscéralement votre œuvre. C'est le fameux 0 sur 20 et 20 sur 20 mentionné un peu plus tôt, il n'y a pas que des extrêmes. Qualifier de hater qui que ce soit parce que cette personne n'a pas aimé votre manga, parce qu'elle y trouve un problème, c'est être à côté de la plaque. Littéralement, moi, assez souvent, je vais dire des trucs dont je sais que je suis pas le public, des trucs qui vont sans doute pas me plaire, pour la simple et bonne raison que c'est intéressant.
On en est même à un point où cette critique négative, elle est tellement mal perçue, voire boycottée, que lire quelque chose et ne pas l'apprécier, c'est un tabou. Ou en tout cas, si on n'apprécie pas, on n'en parle pas. Mais il faut bien l'intégrer, hein. Vous ne pouvez et vous ne pourrez jamais rien créer ou apprécier seulement avec du positif. Cette espèce d'idée de si ça te plaît pas, c'est pas la peine d'en parler et on ferait mieux de l'oublier, ça mène à des situations exceptionnelles. Si on essaie de juste mettre de côté tout ce qui nous plaît pas, ces trucs-là ne vont pas cesser d'exister pour autant. Il faut justement plutôt ouvrir le débat dessus et expliquer pourquoi c'est pas bien. À partir du moment où quelqu'un fait la démarche d'une critique posée, de vous expliquer les tenants et aboutissants, ce qu'elle trouve être un problème dans l'œuvre, qui fait qu'à ses yeux ça marche ou non, ça prouve que cette personne, même si elle n'a pas aimé, ben elle s'y est intéressée. Et vouloir supprimer un avis parce qu'il va pas dans votre sens alors que la personne s'y est intéressée, il y a des mots qui qualifient ça. Mais dans l'ensemble, c'est pas très bien. On voit de plus en plus de personnes rester dans leur bulle. On a déjà tous vu quelqu'un ne jurant que par du shonen d'action, au point de juger tout le marché par son prisme. Les fameux "la saison est nulle dès que le Jump n'a pas d'animé", ou "le manga va mourir quand One Piece sera terminé". Mais c'est loin d'être la seule espèce. Vous connaissez les fameux élitistes des seinen, et je suis sûr qu'il existe pareil pour les shoujo et les josei. Et c'est loin d'être propre au manga. Le problème, c'est le manque de curiosité. On est tellement dans une consommation et non plus une découverte, qu'on va instinctivement vers ce qu'on connaît. L'art en tant que tel a perdu de son aura pour ne devenir qu'un snack, un refuge, et c'est ça qui est l'origine du déclin de la critique. Ça isole de plus en plus les communautés dans des petits espaces qui ne communiquent que très peu entre eux, et quelqu'un qui ne fait que parler qu'avec des gens qui partagent ses goûts ne va jamais les remettre en question, va se persuader de l'objectivité de sa subjectivité, et va à terme se retrouver à chercher des domaines de comparaison les plus abstraits et absurdes soient-ils. Parler d'animation sans la comprendre forcément, essayer d'utiliser des chiffres de vente avec 1% du contexte, ou s'accrocher à des débats vieux de 10 ans parce que ça pour le coup on les connaît bien, ou même simplement abandonner l'idée même de critique, car pour certains, un avis ne doit pas être remis en question, quitte à tuer toute discussion. Oui, j'ai changé de fringue, on a tourné sur 2 jours. Et en plus, on en arrive au moment et au point où je commence à faire des conclusions de parties molles et plates, donc c'est peut-être signe qu'on devrait aller vers la fin et surtout regarder le problème de fond. On a standardisé le divertissement qu'on consomme. Ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est pas tant qu'on est en train de juger les divertissements que vous aimez ou ce genre de choses. Chaque œuvre, chaque artiste essaiera de créer quelque chose en y transmettant un message, que ça soit volontaire ou non. Mais il y a forcément un mais dans le monde dans lequel on vit, le but premier du divertissement, ça reste de vendre. Et les actionnaires, ils le savent très bien, et les actionnaires, ils veulent une sécurité, ils veulent une plus-value, un bon retour sur investissement. Donc pour cette raison, les actionnaires, ils vont vous proposer du contenu qui est formaté, du contenu qui est standardisé, parce que, ils savent que ça va se vendre. Ça tire sur le fait que, inconsciemment, on se dirige toujours vers ce qu'on connaît. Ça, on en a parlé un petit peu plus tôt, je vais pas remettre le t-shirt rouge, vous l'avez compris, c'est un souci qui est lié à la production en elle-même. La production de ces divertissements, elle a un but très simple, encore une fois, c'est de fidéliser une communauté, et même, en quelque sorte, de l'enfermer via différents codes mis en place, et à tel point qu'à la fin, on finit par sacraliser ces mêmes codes. À un tel point que, apporter un regard critique dessus, ou essayer de sortir de ces codes, c'est presque un blasphème. L'exemple typique pour moi, en tout cas en France, c'est celui de One Piece. Il n'a jamais été dit que Luffy était un random, il n'a jamais été dit que Luffy n'était pas l'élu d'une prophétie. Pourtant, la possibilité qu'il le soit et le fait que ça se dessine de plus en plus, qu'il ait un lien, ça dérange. Ça se met à déranger pas mal même. Pourtant, on n'a jamais dit que Luffy c'était un raté ou un zéro comme c'était le cas avec Naruto. Et le truc qui fait que ça énerve les gens, c'est que les codes de base du shonen, t'es pas obligé de les suivre, mais surtout les codes de base, c'est des codes qui vont dire n'importe qui peut faire n'importe quoi à force d'efforts. Mais rien n'oblige un auteur de suivre ça, rien du tout. Comme à chaque fois, il s'agit seulement de comprendre qu'on peut sortir des sentiers battus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Belleus et Amano, et on vous dit salut à tous.